Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'opposition malienne saisit la Cour constitutionnelle pour bourrage d'urnes. 18 des 24 candidats à l'élection présidentielle demandent la démission du ministre chargé des élections. Un climat de tension entre pouvoir et opposition à quelques jours seulement du second tour. Dans l'actualité également, accord sur le partage du pouvoir au Soudan du Sud, entente actée au Soudan avec à la clé le retour de Riek Machar sur la scène politique. Cet accord se joint à l'accord de cessez-le-feu permanent signé le 27 juin. Et les Comores en route vers les élections anticipées. L'élection présidentielle devrait avoir lieu début 2019. Décision du chef de l'État qui intervient après l'adoption contestée de la nouvelle constitution lors d'un référendum que l'opposition qualifie de scandaleux. Pour en parler, notre invité ce soir, Saïd Larifou, porte-parole de la mouvance présidentielle. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle malienne, toujours l'objet donc d'interrogations. L'opposition dénonce un hold-up électoral par le camp du chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête au premier tour du scrutin du 29 juillet. L'opposition demande un recomptage de voix et la publication aussi des résultats bureau de vote par bureau de vote. Des recours ont été déposés auprès de la Cour constitutionnelle. Reportage Mokhtar Bari. Après les résultats du scrutin du 29 juillet 2018, plusieurs candidats donnent de la voix. Pour mieux se faire entendre, un collectif de 20 candidats a été créé. Objectif, obtenir des instances en charge des élections, un recomptage contradictoire des voix, une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, la liste des 700 bureaux de vote n'ayant pas pu prendre part au scrutin. Si ces conditions ne sont pas remplies, et si chacun ne prend pas toutes ses responsabilités, nous en tirerons toutes les conséquences. Le pouvoir sortant en portera l'entière responsabilité. Le collectif entend user toutes les voies légales pour entrer dans ses droits. Les candidats appellent le gouvernement à faire preuve de transparence afin d'éclairer l'opinion publique. Les observateurs ont dit, pour savoir la vérité, il faut un certain nombre de choses. J'en rappelle deux. Publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Honnêtement, cette demande ne devrait jamais être formulée tant elle va de soi. Nous avons décidé de confier l'organisation des élections à une structure précise, l'administration territoriale. Et alors, à partir de cet instant-là, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, les décomptes doivent être faits dans les normes. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Déjà, le collectif prévoit un meeting ce mardi 7 août à Bamako. En rappel, les candidats Soumaïla Cissé, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont les trois à avoir déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et en République démocratique du Congo, dernière ligne droite pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre. Ce lundi, Vital Kamerhe, candidat de l'UNC, a déposé sa candidature dans les bureaux de la CENI. Du côté des autres poids lourds, on devrait assister dans les prochains jours au dépôt des candidatures de Félix Tshisekedi de l'UDPS ainsi que celle de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. On écoute Vital Kamerhe qui s'est exprimé au sujet du scrutin présidentiel et sur les difficultés qui l'entourent. Ce pays, il nous faut 5 ans seulement pour que la République démocratique du Congo devienne le Brésil. À ce stade, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Nous devons continuer la discussion si la machine a voté parce que nous voulons être sûrs que ça ne va pas perturber le processus. Nous devons nous rassurer tous que le financement des élections, l'argent pour supporter la logistique et tout ce qui requiert l'organisation des élections ne viendra pas plomber ce processus. Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Et nous étions de cœur ce jour-là parce que c'est le jour où le président Katumbi était au niveau de la frontière zambienne pour tenter de rentrer en République démocratique du Congo. Mais au niveau de cette tripartite, nous avons mesuré notre responsabilité devant le peuple congolais et devant l'histoire de donner à ce peuple l'alternance qu'il attend.
Et il sera bientôt également question d'élections au Gabon, avec les élections législatives et locales que les autorités viennent de fixer au 6 octobre 2018. Le second tour devrait quant à lui se tenir le 27 octobre, précise le Centre gabonais des élections, des scrutins repoussés à plusieurs reprises depuis décembre 2016. Et dans le dossier sud-soudanais, un accord final a donc pu être signé après des semaines de discussion. Il s'agit d'un premier règlement. Le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar se sont donc accordés à Khartoum sur un partage du pouvoir. La proposition phare de l'accord prévoit le retour de l'ancien rebelle Riek Machar à son poste de vice-président. Ce retour peut être un espoir de réconciliation pour ce pays déchiré par la guerre civile. Deogracias Podo. Signature d'un nouvel accord de paix entre le gouvernement et la rébellion au Soudan du Sud. Dimanche 5 août 2018, les deux parties ont convenu d'un partage du pouvoir en vue de mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le pays depuis 2014. En vertu de l'accord, Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter son Excellence, le président Salva Kiir, des efforts considérables qu'il déploie pour promouvoir le rétablissement de la paix en République du Soudan du Sud. Les médiateurs ont fait plusieurs propositions et toutes ces propositions ont été acceptées. Le 25 juillet 2018, les deux camps avaient signé un document préliminaire sur le partage du pouvoir. Les belligérants ont désormais 3 mois pour former un gouvernement de transition qui sera au pouvoir pour une durée de 36 mois. Cet accord est différent et fait appel à toutes les parties prenantes. Il répond surtout à certaines de leurs attentes fondamentales. Cependant, cet accord ne résout pas tous les problèmes. Il y a en particulier des questions sur le partage des revenus et certains problèmes liés à la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans la capitale Juba. Selon les termes de l'accord parrainé par les autorités du Soudan, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe du président Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe du président Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Après la victoire du oui au référendum du 30 juillet sur la nouvelle constitution aux Comores, place aux élections. Une élection présidentielle est dans les plus brefs délais. C'est ce que veut le président. Le scrutin devrait se tenir début 2019. Volonté du chef de l'État, Azali Assoumani, qui a désormais les mains libres pour briguer un nouveau quinquennat, chose qui lui interdisait de l'ancienne version de la Constitution. Sur place, aux Comores, le climat politique est extrêmement tendu entre l'opposition et le pouvoir. Pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Saïd Larifou, porte-parole de la mouvance présidentielle. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup d'interrogations autour donc, de ce référendum qui a eu lieu le 30 juillet dernier. Les chiffres officiels font état de 63,9% de participation. Pourtant, certains observateurs sur le terrain déclarent que certains bureaux de vote étaient quasiment vides. Côté opposition, on parle de bourrage d'urnes. Est-ce que finalement, toutes ces interrogations ne posent pas la question de la légitimité de cette nouvelle constitution? Oui, cette nouvelle constitution ne souffre d'aucune légitimité à la fois juridique et puis il y a une légitimité politique. Il s'agit d'une élection référendaire. Les Comoriens ont été appelés aux urnes. Il y a eu 2 fractions. Il y a ceux qui veulent que les Comores mettent fin à l'immobilisme, ceux qui souhaiteraient que les Comores aillent de l'avant avec des nouvelles dispositions constitutionnelles qui permettent au pays de trouver des bases solides pour un développement économique. Il y a ceux d'en face, l'opposition, dès le départ, a d'abord promis comme quoi il n'y aurait pas de référendum, et puis deuxièmement, ils nous ont promis du sang. Ce n'est pas une opposition républicaine, c'est une opposition dont certains éléments, j'ose qualifier de terroristes, puisqu'effectivement, ils ont promis qu'il y aurait de la violence aux Comores. Ce n'est pas une opposition républicaine. Ils n'étaient pas dans les bureaux des votes. Alors, ce n'est pas que l'opposition qui parle de ces en tout cas prétendus bourrages d'urnes. Il y a également des confrères qui étaient sur place, qui évoquent également cette problématique au niveau de ce taux de participation qui semble excessif. Bon, écoutez, nous avons aux Comores des institutions, n'est-ce pas? L'une des institutions, c'est la CENI. La CENI comorienne a donné un chiffre.
Ce chiffre, c'est un chiffre officiel. Nous nous tenons à ce chiffre officiel qui a été donné par une institution républicaine prévue par l'Union des Comores. Il n'y a que la CENI qui est seule habilitée à donner des chiffres. Ce chiffre a été entériné par la Cour suprême par décision de ce jour. Nous nous en tenons à ce chiffre-là, n'est-ce pas? Et puis, bon, s'il y a des spéculations venant de l'opposition et puis certains observateurs, bon, ils n'ont qu'à tirer conséquence de leur constatation. Bon, voilà ce que je peux dire. Mais il n'en demeure pas moins. Il s'agit d'une élection référendaire. Il y a des Comoriens qui ont répondu massivement à l'appel du président de la République de se présenter aux urnes. Alors, ceci dit, il y a une bonne partie, donc une grande majorité de Comoriens qui ne sont pas allés voter, qui ne se sont pas exprimés lors de ce référendum. Comment vous l'expliquez finalement? Bon, je l'explique par l'appel qui a été fait par l'opposition de dire aux Comoriens que ne vous rendez pas dans les urnes puisqu'il y aura de la violence. Effectivement, le jour de l'élection, il y a un gendarme qui a été grièvement blessé par une arme blanche dans un bureau de vote. Ça, c'est l'appel qui a été fait par l'opposition. Bon, voilà, ça, c'est l'explication qui me semble la plus rationnelle. Et puis, deuxièmement, lorsque vous dites qu'une majorité de Comoriens, 64%, c'est plus que la majorité des Comoriens qui sont présentés dans les urnes. Et nos militants, il y a 24 partis politiques qui ont appelé leurs militants à se présenter dans les urnes. Et ceux qui se sont rendus dans les urnes sont des Comoriens comme ceux qui ont choisi cette politique de la chaise vide. Bon, donc cela n'enlève... Alors qu'il en soit un acte politique, un acte pour montrer... Tout à fait, c'est un acte politique et ils assument les conséquences de leur positionnement politique. Ils ont choisi la politique de la chaise vide, ils assument les conséquences. Monsieur Saïd Larifou, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole de la mouvance présidentielle. Merci beaucoup. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.